Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse au premier art appliqué 1 et correspond au cours du 18 novembre. Donc, c'est un cours qui porte sur toujours les matériaux organiques, chapitre 1, grand 4, les matériaux plastiques, et on en est au grand C, polyaddition et polycondensation. Donc oui, avant de commencer, quelques petits détails. Je vous rappelle qu'il y a toujours le contrôle la semaine prochaine, donc le 24 en demi-groupe. Aussi que le texte de ce que là vous voyez à l'écran, je le mettrai sur Pronote. Et voilà, j'espère que ouais, je crois que c'est à peu près tout. Donc on va commencer. Alors, j'avais commencé par présenter déjà la dernière fois ce que c'était les polyadditions et polycondensations, en disant que ces deux mots, ça correspond à des polymérisations, c'est-à-dire des réactions de formation de polymères, avec une petite différence, c'est que les polyadditions forment le polymère sans produit secondaire, alors qu'une polycondensation forme le polymère avec un produit secondaire. Donc j'ai un petit schéma ici pour essayer de représenter cette différence. Alors pour une polyaddition, c'est la partie du haut, nous avons ici tout un tas de monomères représentés par des grands M majuscules qu'on va mélanger ensemble, on va les faire réagir et ils vont réagir pour donner un polymère où essentiellement ces M sont maintenant accrochés les uns aux autres. Donc là, ils sont accrochés les uns aux autres. Lorsqu'on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de perte d'atomes. Bon, il y a un déplacement de liaison le plus souvent, mais il n'y a pas de perte d'atomes. Le nombre d'atomes sont le même au début et à la fin. Maintenant, si on regarde une polycondensation, le deuxième exemple ici, on reprend toujours nos mêmes monomères, on en a tout un tas, et on va toujours former notre polymère. Mais là, j'ai mis un petit prime parce qu'en fait, entre les monomères de départ et les monomères dans le polymère, il y a une différence. Il y a des atomes en moins, des atomes perdus. Bon, il y a toujours des liaisons entre tous. Et ces atomes perdus, ils forment ce produit secondaire, ce X, en plus, à côté. Et il y en a tout un tas de ce X. Alors, ce tout un tas de X, il va aussi avoir une influence sur les propriétés physiques du polymère. En effet, si on a une polyaddition où tous les atomes se retrouvent dans le polymère, et qu'on le compare à une polycondensation où il y a un certain nombre d'atomes qui ne s'y retrouvent pas, eh bien on va avoir dans la polyaddition un polymère beaucoup plus rigide, beaucoup moins poreux d'une certaine façon, enfin poreux c'est pas le bon mot, que ce qu'on obtient en polycondensation. En effet, en polycondensation, comme on a ce produit secondaire, c'est souvent de l'eau, ça fait qu'on a en fait des molécules d'eau coincées dans notre polymère. Alors ça ne le gêne pas plus que ça, sauf qu'il ne sera jamais aussi dense, aussi compact qu'un polymère obtenu par polyaddition. Parce qu'en polycondensation, on a un truc coincé dedans. C'est poreux, enfin moins rigide d'une certaine façon. Bon, on aura un exemple en TP, j'espère, et on verra bien la différence. Bon, deuxième remarque. J'ai dit, pendant que je présentais mes polyadditions et polycondensations, qu'on prend un certain nombre de monomères, on a un certain nombre de motifs dans le polymère, et ça, c'est pas très scientifique. Donc, plutôt que de dire on prend un certain nombre, on va dire qu'on prend un nombre moyen de motifs, et ce nombre moyen, on va l'appeler N. Et ce nombre de motifs, ce nombre de monomères qu'on prend pour chaque polymère, ça peut aussi s'appeler l'indice de polymérisation ou le degré de polymérisation. Ce nombre de motifs, N, ce nombre de monomères qu'on prend pour chaque polymère, le plus souvent pour un polymère, il est au-dessus des 1000. Donc on a 1000 fois le même motif répété. Ça peut aller beaucoup plus haut, 10 000, 100 000, 1 million, et de temps en temps plus bas, mais c'est plus rare. Alors,
qu'est-ce que ça signifie d'utiliser ce n? Ça correspond ici à mes deuxième représentation. Donc, pour une polyaddition, au lieu de dire qu'on a m plus m plus m plus m un certain nombre de fois, on va dire qu'on a n fois m. Je rappelle, ce n, c'est un nombre plus grand que 1000. Par exemple, 1000 fois m, on prend 1000 m. Et ensuite, on va accrocher ensemble ces 1000 m pour donner le polymère. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on prend ce qu'il y a dans la parenthèse et on va répéter ça n fois, les uns à la suite des autres. Donc ça représente quoi? Ça représente quelque chose comme ça, où on répète 1000 fois ce motif les uns après les autres. Alors je ne vais pas le faire 1000 fois, hein, parce que ça dépasserait la page, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Et donc ceci, c'est le polymère qu'on avait en haut. Mais là, c'est une façon raccourcie de l'écrire. On utilise des parenthèses, qu'on coupe les liaisons avec des parenthèses. À nouveau, on verra d'autres exemples de représentation de polymère. Si maintenant on a une polycondensation, ça commence de la même façon. On prend un certain nombre de fois le motif, 100 fois, 1000 fois le motif, 10 000 fois, et on va à nouveau l'accrocher ensemble pour former ce nouveau polymère. Avec une petite différence, c'est que à chaque fois, il manque un certain nombre d'atomes. Et ce certain nombre d'atomes, eh bien, il va former le produit secondaire. Et ce produit secondaire, on en a le même nombre n d'exemplaires. À chaque fois qu'il y a un monomère qui s'accroche dans le polymère, il va libérer un certain nombre d'atomes qui vont former ce produit secondaire. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Des fois, plusieurs atomes éliminés se combinent pour former un seul produit secondaire, ou il y en a plusieurs fois le produit secondaire libéré par monomère accroché. On a des variations. En parlant de variations, là dans le cours, ce que j'ai présenté, c'est une variation où en fait on a deux types de monomères différents qui s'accrochent dans le polymère en libérant à chaque fois un produit secondaire. Bon, oui, comme exemple, hein, si on prend quelque chose comme le polyéthylène, aussi appelé polyéthène, lui il va être formé par polyaddition. Si on prend du polyester, lui il est formé par polycondensation. Petits exemples, on en verra d'autres en exercice et en TP. Bon, autre remarque sur cet indice de polymérisation. Là, j'avais l'air de dire qu'il est un chiffre précis. Mais c'est plutôt un nombre moyen. C'est-à-dire, si on dit que n vaut 1000, ça voudra en réalité dire qu'il vaut entre 900 et 1100. C'est en moyenne 1000, mais tout le monde ne vaut pas 1000. Ça va au-dessus, en dessous. Voilà, et bon, après, selon la façon dont on le fait, la différence peut être très grande, très petite. Bon, ça dépasse le cadre du programme. Une autre remarque sur cet indice de polymérisation n, c'est qu'il va aussi influencer sur les propriétés du polymère. En effet, plus le polymère est long, c'est-à-dire qu'il y a un grand N, plus il va être rigide. Alors pour expliquer pourquoi est-ce que quand il est long il est plus rigide, je vais comparer ça à des pâtes, et pour être plus précis, hein, des macaronis et des spaghettis. Alors les macaronis c'est des pâtes très courtes, les spaghettis c'est des pâtes très longues. Si on a un plat de macaronis, vous pouvez passer par exemple votre fourchette très facilement dedans. Ça n'est pas du tout, ça n'empêche pas du tout de passer, enfin de mélanger, de les répandre un peu n'importe comment. Alors qu'un plat de spaghettis, les pâtes vont tenir plus ensemble les unes par rapport aux autres. Ils vont faire une masse plus compacte. Ça va être plus dur de séparer un spaghetti par rapport aux autres. Avec une macaroni, c'est possible. Et donc la masse de spaghetti comparée à la masse de macaroni est plus rigide. Alors maintenant vous imaginez la même chose, mais au lieu de spaghettis, on a maintenant des spaghettis ultra longs de plusieurs mètres de longueur. Là vous finissez par avoir quelque chose, un matériau qui est rigide, dit simplement. Voilà, et donc ce N va agir sur les propriétés d'un polymère. Plus il est long, plus il est rigide. Ok, passons à la partie D, classification d'un polymère. Donc, j'en ai déjà parlé depuis le début, mais je réexplique. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut classer les polymères? Quel est l'intérêt de classer les polymères? Eh bien, dans notre monde,
il existe en fait beaucoup de polymères différents, beaucoup de types de plastiques différents. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de plastiques différents. Et c'est pas toujours facile de les séparer, de faire la différence les uns par rapport aux autres. Et donc, on a envie de les classer les uns par rapport aux autres. Alors, une façon de les classer, dont on a déjà parlé, c'est de les séparer entre naturel et synthétique. Honnêtement, c'est pas une très bonne classification parce que dans le naturel, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le latex naturel de l'arbre d'EVA, il y a l'amidon qui est un polymère à base de sucre, mais bon, il n'y en a pas énormément. En synthétique, c'est là où on en trouve le plus grand nombre. Une autre séparation, c'est ce qu'on a vu juste avant entre polyaddition et polycondensation. C'est déjà un peu plus intéressant parce que c'est deux catégories qui ont l'air à peu près de la même taille. Mais on peut imaginer d'autres façons de classifier un polymère. Ah oui, petite remarque avant d'aller plus loin. Oui, ces classifications ne sont pas exclusives, c'est-à-dire on peut avoir un synthétique qui est en polyaddition ou polycondensation, on peut avoir des naturels en polyaddition ou polycondensation. L'un n'exclut pas l'autre. Donc par une autre façon de les classifier, qui est aussi non exclusive, ça va être de les séparer par rapport à leurs propriétés, par rapport à la chaleur. Comment ils vont agir par rapport à la chaleur. Donc, on va avoir des polymères qui sont thermoplastiques et d'autres qui vont être thermodurcissables. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Les deux vont, comme tous les polymères qui sont des composés organiques, quand on va les chauffer beaucoup, ils vont finir par brûler. Comme tous les composés organiques, comme tout ce qui est le bout de bois, même la chair, hein, si on cuit un steak trop fort, il va finir par brûler. C'est la même chose pour les polymères, ils finissent tous par brûler. Mais certains d'entre eux, ça va être les thermoplastiques, ils vont fondre avant de brûler. Donc ça veut dire qu'ils vont résister un peu moins bien à la température, hein, parce qu'ils seront fondus avant d'être brûlés. Alors que les autres ne fondent pas, ils font juste brûler. Alors pourquoi est-ce qu'ils fondent avant de brûler? C'est dû à leur structure qui est en une dimension, alors que l'autre est en 3 dimensions. Et donc quand on les chauffe, on va pouvoir les modifier. Alors pour pouvoir illustrer ça, attendez, voilà, nouveau, ne pas enregistrer. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, si c'est un polymère en une dimension, ça ressemble essentiellement à un long spaghetti. Voilà, et un autre long spaghetti qui se mélange à lui, et un autre long spaghetti qui va se mélanger à lui, et encore un long spaghetti qui se mélange à lui. Donc ça, c'est à peu près une représentation schématique de qu'est-ce que serait un polymère. Et là, on a un polymère thermoplastique. Il est à une dimension, c'est juste un long fil enroulé sur lui-même. Il n'est pas accrochés fortement l'un à l'autre. Il va y avoir des interactions. C'est généralement si on a une partie un peu chargée négativement d'une molécule, elle va être à côté d'une partie chargée positivement. Ou bon, il y a d'autres interactions qui vont tenir un peu la structure, mais elle n'est pas tenue fortement. Et comme elle n'est pas tenue fortement, si on commence à chauffer la structure, si on commence à chauffer le polymère, eh bien, il va pouvoir se séparer. Si on le chauffe, le fait de chauffer, en fait, ça crée de l'agitation. Et quand on l'agite, en fait, la molécule va pouvoir se séparer les uns par rapport aux autres. Et l'effet que ça fait, c'est que ça coule, ça fond. Voilà. Et juste pour finir, hein, pour les thermodurcissables, on le reverra la prochaine fois, c'est comme s'ils avaient ici des liaisons entre les différents brins. Alors, ces liaisons sont faites un peu aléatoirement. Mais ce que vont faire ces liaisons, c'est qu'en fait, ça va tenir les différents polymères ensemble. Et quand on chauffe, cette fois-ci, eh bien, ils ne vont pas pouvoir se séparer les uns des autres. Ils vont rester compacts. Et c'est ça qui va donner le côté thermodurcissable à ces matériaux. Bon, la vidéo est finie. C'est tout ce que j'avais fait en cours le 18 novembre. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.